les stratégies pour établir votre autorité. Rappelez-vous que l'essence de l'autorité, c'est que les gens suivent votre exemple. Ils choisissent d'adhérer à vos paroles et d'appliquer vos conseils. Ils se nourrissent de votre sagesse. Vous aurez certainement parfois besoin d'employer la force, des récompenses et des punitions, ainsi que des discours fédérateurs. Ce n'est qu'une question de degré. Moins vous aurez besoin de tels artifices, plus votre autorité sera grande. Et vous devez donc penser à continuellement vous efforcer de mobiliser la volonté des gens et de surmonter leur résistance naturelle et leur ambivalence. C'est à cela que servent les stratégies suivantes, que vous mettrez toutes en pratique. Trouvez votre style d'autorité, l'authenticité. L'autorité que vous établissez doit émerger naturellement de votre caractère, des forces particulières que vous possédez. Pensez à divers archétypes d'autorité. L'un devrait vous correspondre. Un archétype notable est celui du sauveur, comme Moïse ou Martin Luther King Jr. C'est un individu déterminé à sauver les gens du mal. Les sauveurs ont un dégoût profond pour toute forme d'injustice, particulièrement celle qui affecte le groupe auquel ils s'identifient. Ils ont tant de convictions et ils s'expriment souvent si bien qu'ils attirent les gens. Un autre archétype est celui du fondateur, qui établit un nouvel ordre en politique ou dans les affaires. Il a généralement un sens aigu des tendances et une grande aversion pour le statu quo. Il n'est pas conventionnel et c'est un indépendant. Sa plus grande joie est d'inventer de nouvelles choses. Beaucoup de gens se rallient naturellement à sa cause parce qu'il représente une forme de progrès. En lien avec cet archétype, on trouve l'artiste visionnaire, comme Pablo Picasso, le musicien de jazz John Coltrane ou le réalisateur David Lynch. Ces artistes assimilèrent les conventions dans leur domaine pour mieux s'en défaire ensuite. Ces archétypes désirent un nouveau style qu'ils créent eux-mêmes. Avec leur aptitude, ils parviennent toujours à trouver un public et des disciples. Parmi les autres archétypes, il y a l'apôtre de la vérité, qui ne tolère pas les mensonges ou les manœuvres politiciennes. Le pragmatisme tranquille, qui ne saurait rêver mieux que de réparer les choses cassées et qui fait preuve d'une patience infinie. Le guérisseur, qui a le don de trouver ce qui comblera et unira les gens. Le professeur, qui sait s'y prendre pour pousser les gens à l'action et à tirer les leçons de leurs erreurs. Vous devez vous identifier à l'un de ces archétypes ou à ceux qui se manifestent dans votre culture. En mettant en avant un style qui vous est naturel, vous donnez l'impression que c'est quelque chose qui vous dépasse. Comme si votre sens de la justice ou votre flair pour les tendances était inscrit dans votre ADN ou que c'était un don du ciel. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous battre pour une cause ou de créer un nouvel ordre. Sans cet aspect naturel, on pourrait croire que votre tentative d'imposer votre autorité est trop opportuniste et manipulatrice, que votre soutien à une cause ou une tendance est un simple stratagème pour accéder au pouvoir. Plus tôt vous reconnaissez ce style, mieux c'est. Vous aurez plus de temps pour le peaufiner, pour l'adapter aux changements qui s'opèrent en vous et sur le plan culturel pour faire ressortir de nouvelles facettes afin d'impressionner et de fasciner les gens. Et comme vous aurez semé des signes de ce style dès le début de votre carrière, cela donnera d'autant plus l'impression d'une autorité supérieure qui ne laisse pas d'autre choix que de la suivre. Tournez-vous vers l'extérieur. L'attitude. Nous sommes égocentriques par nature et nous passons la majorité de notre temps à nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos émotions, nos blessures, nos fantasmes. Vous voulez prendre l'habitude d'inverser le plus possible cette attitude. Pour ce faire, vous pouvez procéder de 3 façons. Premièrement, vous peaufinez votre capacité d'écoute afin de capter les paroles et les signes non-verbaux d'autrui. Vous vous entraînez à lire entre les lignes de ce que les gens vous disent. Vous vous mettez à l'unisson de leur humeur et de leurs besoins, et vous percevez leurs manques. Vous ne prenez pas les sourires des gens et leurs regards approbateurs pour argent comptant, et vous décelez la tension ou la fascination sous-jacente. Deuxièmement, vous faites tout votre possible pour mériter le respect des gens. Vous ne considérez pas que c'est un droit acquis. Vous ne vous concentrez pas sur vos sensations et sur ce que les gens vous doivent en raison de votre position et de votre stature. Vision tournée vers l'intérieur. Vous méritez leur respect en respectant leurs besoins individuels et en prouvant que vous travaillez pour le bien commun. Troisièmement,
Vous considérez qu'être un leader est une immense responsabilité puisque le bien-être du groupe dépend de vos moindres décisions. Ce qui vous motive, ce n'est pas d'attirer l'attention, mais d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour la majorité des gens. Vous vous immergez dans le travail, pas dans votre ego. Vous ressentez une profonde connexion viscérale avec le groupe, puisque son sort et le vôtre sont intimement liés. Si vous adoptez cette attitude, les gens le sentiront et cela les ouvrira à votre influence. Ils seront attirés par vous tout simplement parce qu'il est rare de rencontrer une personne aussi sensible aux humeurs des gens et autant focalisée sur les résultats. Cela vous permettra de sortir du lot et au final, vous recevrez beaucoup plus d'attention de cette façon qu'en manifestant votre besoin désespéré d'être populaire et apprécié. Cultivez votre troisième œil, la vision. En 401 avant Jésus-Christ, 10 000 mercenaires grecs combattant pour le prince perse Darius, qui voulait s'emparer de l'empire dirigé par son frère, se retrouvèrent piégés au fin fond de la Perse. Lorsque les Perses victorieux parvinrent à convaincre les chefs mercenaires de venir négocier pour finalement les mettre à mort, il devint clair pour les soldats survivants qu'ils seraient soit exécutés à leur tour, soit vendus comme esclaves. Cette nuit-là, ils errèrent dans le camp en pleurant sur leur sort. Parmi eux, il y avait l'écrivain Xénophon, qui avait suivi les soldats en tant que reporter. Xénophon avait étudié la philosophie et était l'élève de Socrate. Il croyait à la suprématie de la pensée rationnelle, à l'importance de voir l'ensemble du tableau, l'idée générale derrière les apparences fugaces de la vie quotidienne. Il avait pratiqué ces modes de pensée durant plusieurs années. Cette nuit, il eut une vision de la façon dont les Grecs pourraient échapper au piège et rentrer chez eux. Il les vit avancer rapidement et furtivement à travers la Perse, sacrifiant tout au profit de la vitesse. Il les vit partir sur le champ, se servant de l'élément de surprise pour mettre de la distance entre eux et leurs poursuivants. Il réfléchit au terrain, à l'itinéraire à suivre, aux nombreux ennemis qu'il leur faudrait affronter, à la façon dont il pourrait aider et utiliser les citoyens qui se révoltaient contre les Perses. Il les vit se débarrasser de leurs chariots, subsistant grâce à ce qu'ils trouveraient en chemin et avançant rapidement, même en hiver. En l'espace de quelques heures, il avait échafaudé les détails de la retraite qui lui avaient tous été inspirés par sa vision globale de leur itinéraire jusqu'à la Méditerranée et leur patrie. Même s'il n'avait aucune expérience militaire, sa vision était si achevée et il la communiquait avec une telle confiance que les soldats en firent leur chef. Leur retour prit plusieurs années et il leur fallut surmonter de nombreuses difficultés. Chaque fois, Xénophon appliquait sa vision globale pour déterminer une stratégie. Mais au final, il démontra le pouvoir de la pensée rationnelle en les conduisant en lieu sûr, même si les circonstances ne leur étaient pas favorables. Cette histoire illustre l'essence de toute autorité et l'élément déterminant pour son établissement. La plupart des gens sont ancrés dans l'instant. Ils ont tendance à surréagir et à paniquer, à ne voir qu'une fraction de la réalité à laquelle est confronté le groupe. Ils ne peuvent ni nourrir d'idées alternatives, ni définir de priorités. Ceux qui conservent leur présence d'esprit et élèvent leur perspective au-dessus de l'instant puisent dans les pouvoirs visionnaires de l'esprit humain et cultivent leur troisième œil pour les forces et les tendances invisibles. Ils sortent du lot, remplissent le véritable rôle de leader et créent une aura d'autorité en donnant l'impression de posséder la capacité divine de prédire l'avenir. Et c'est un pouvoir qui peut être pratiqué, développé et appliqué en toutes circonstances. Dès votre plus jeune âge, vous apprenez à vous déconnecter des émotions qui agitent le groupe. Vous vous efforcez d'élever votre vision, de vous représenter la totalité du tableau. Vous faites l'effort de voir les événements en tant que tels, non biaisés par les opinions partisanes. Vous adoptez le point de vue de votre adversaire. Vous écoutez l'avis des étrangers. Vous ouvrez votre esprit à différentes possibilités. Ainsi, vous vous familiarisez avec la Gestalt, c'est-à-dire la forme globale de la situation. Vous évaluez les différentes tendances, la tournure que pourraient prendre les choses à l'avenir et notamment celles qui pourraient mal tourner. Vous montrez une patience infinie pour cet exercice. Plus vous vous y plongez, plus vous pouvez acquérir le pouvoir d'entrevoir le futur. Ceux qui affrontèrent Napoléon Bonaparte sur le champ de bataille eurent souvent l'impression qu'il lisait dans leurs pensées et connaissait leurs plans, alors qu'en réalité, il avait simplement davantage anticipé les manœuvres que son adversaire. Le grand philosophe et écrivain allemand, Johann Wolfgang von Goethe, semblait avoir la troublante capacité de prédire les tendances futures, mais cette aptitude
lui venait d'années d'études et de réflexion. Une fois que vous détenez votre vision, vous remontez peu à peu jusqu'au présent en définissant un moyen raisonnable et flexible d'atteindre votre but. Plus ce processus implique de réflexion, plus vous aurez confiance en votre plan et cette confiance gagnera les autres et les convaincra. Même si les gens doutent de votre vision, vous devez rester ferme. Le temps prouvera que vous aviez raison. Si vous ratez votre objectif, considérez cela comme le signe que vous n'avez pas suffisamment poussé votre réflexion. Montrez l'exemple, le ton. En tant que leader, on doit voir que vous travaillez aussi dur, voire plus que les autres. Vous vous imposez un haut niveau d'exigence. Vous êtes cohérent et responsable. Si des sacrifices doivent être faits, vous êtes le premier à les faire pour le bien du groupe. Cela donne le ton. Les autres membres se sentiront obligés de s'élever à votre niveau et d'obtenir votre approbation, comme les ministres d'Élisabeth. Ils intérioriseront vos valeurs et vous imiteront subtilement. Vous n'aurez besoin ni de crier, ni de leur faire la morale pour qu'ils travaillent plus dur. Cela viendra d'eux-mêmes. Il est important de donner le ton dès le départ. Les premières impressions sont déterminantes. Si vous essayez par la suite de faire croire que vous voulez montrer l'exemple, cela paraîtra forcé et vous manquerez de crédibilité. De même, il est important de vous montrer dur au départ. Si dès le début, les gens ont l'impression qu'ils peuvent vous manipuler, ils seront sans pitié. Fixez des limites qui sont justes. Si les membres ne sont pas à la hauteur des grands principes que vous défendez, punissez-les. Le ton que vous employez, par écrit ou oralement, est péremptoire et résolu. Les gens respectent toujours la force chez le leader, dans la mesure où il ne fait pas craindre un abus de pouvoir. Si une telle dureté ne vous est pas naturelle, vous devez l'acquérir, ou vous ne résisterez pas longtemps à votre poste. Vous aurez toujours le temps de révéler votre affabilité, mais si vous vous montrez gentil dès le départ, vous indiquez que vous êtes faible. Commencez le plus tôt possible dans votre carrière en développant le plus haut niveau d'attente possible pour votre propre travail. Nous y reviendrons dans la partie suivante. Et en vous entraînant à avoir constamment conscience de la façon dont vos manières et votre ton affectent les gens de la manière la plus subtile. Déchaîner des émotions contradictoires, l'aura. La plupart des gens sont trop prévisibles. Pour bien se mélanger en société, ils endossent un personnage qui est en adéquation avec les attentes, jovial, agréable, déterminé, sensible. Ils essaient de cacher d'autres qualités qu'ils ont peur de montrer. En tant que leader, vous voulez être plus mystérieux, établir une présence qui fascine les gens, en émettant des signaux confus, en montrant des qualités qui sont toujours légèrement contradictoires. Vous incitez les gens à marquer une pause avant de vous ranger dans une catégorie et à se demander qui vous êtes vraiment. Plus ils pensent à vous, plus votre présence devient grande et autoritaire. Par exemple, vous êtes généralement gentil et sensible, mais sous la surface, vous pouvez vous montrer dur et intolérant envers certains types de comportements. C'est l'attitude des parents qui montrent leur amour tout en fixant des limites. L'enfant est pris au piège entre l'affection et la crainte, et c'est de cette tension que naît le respect. En général, essayez de limiter au maximum vos éclats de colère et vos récriminations. Parce que vous êtes majoritairement calme et empathique quand votre colère éclate, cela se remarque vraiment et elle a le pouvoir d'intimider réellement les gens et de les contredire. Vous pouvez mêler la prudence à un soupçon d'audace que vous manifestez occasionnellement. Vous réfléchissez longtemps au problème, mais une fois que votre décision est prise, vous vous comportez de façon énergique et audacieuse. Une telle témérité vient de nulle part et crée une forte impression. Ou bien vous pensez mêler le spirituel avec un soupçon de pragmatisme. C'étaient les qualités paradoxales de Martin Luther King Jr. qui fascinaient les gens. Ou encore, vous pouvez vous afficher à la fois proche du peuple et princière, comme la reine Élisabeth Ier. Ou mêler des côtés masculins et féminins, voir le chapitre 12 pour plus de détails. Dans ce contexte, vous devez apprendre à trouver le juste équilibre entre présence et absence. Si vous êtes trop présent et familier, toujours disponible et visible, vous paraîtrez trop banal. Vous ne laissez pas assez de latitude aux gens pour qu'ils vous idéalisent. Mais si vous êtes trop distant, les gens ne pourront pas s'identifier à vous. En général, il est préférable de pencher légèrement plus en direction de l'absence, de sorte que lorsque vous apparaissez devant le groupe, vous générez excitation et tension. Si vous menez correctement cette stratégie dans les moments où vous ne serez pas disponible, les autres penseront à vous. Aujourd'hui, les gens ne maîtrisent plus cet art. Ils sont beaucoup trop présents et familiers. Leurs moindres faits et gestes sont affichés sur les réseaux sociaux. Cela vous rend plus proche, mais aussi plus commun.
et il est impossible de projeter de l'autorité avec une présence ordinaire. Souvenez-vous que trop parler est une forme de surreprésentation qui est agaçante et qui révèle de la faiblesse. Le silence est une forme d'absence et de retrait qui attire l'attention. Il dénote le contrôle de soi et le pouvoir. Lorsque vous prenez la parole, cela produit plus d'effet. De la même manière, si vous commettez une erreur, ne vous noyez ni dans les explications ni dans les excuses. Indiquez clairement que vous acceptez la responsabilité et que vous êtes redevable de vos erreurs, puis passez à autre chose. Votre contrition doit être relativement réservée. La suite de vos actes montrera que vous en avez tiré la leçon. Évitez de paraître sur la défensive et de geindre si vous êtes attaqué. Vous êtes au-dessus de cela. Développez cette aura le plus tôt possible, comme une façon de captiver les gens. Ne forcez pas trop, sinon vous paraîtrez un peu dérangé. C'est la discrétion qui fera que les gens s'interrogeront positivement. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir des qualités que vous n'avez pas, mais plutôt de mettre en avant votre complexité naturelle. Ne paraissez jamais prendre, mais toujours donner. Le tabou. Prendre quelque chose aux gens qu'ils pensaient posséder. De l'argent, des droits ou des privilèges, du temps qui est le leur. Crée de l'insécurité et remettra en question votre autorité ainsi que tout le crédit que vous avez accumulé. Vous placez les membres du groupe dans l'incertitude viscérale quant à l'avenir. Vous engendrez des doutes à propos de votre légitimité en tant que leader. Que prendrez-vous d'autre ? Abusez-vous de votre pouvoir ? Avons-nous été roulés dans la farine durant tout ce temps ? Ce simple soupçon risque de nuire à votre réputation. Si des sacrifices sont nécessaires, vous devez être le premier à les faire, et pas seulement symboliquement. Essayez de présenter toute perte de ressources ou de privilèges comme étant passagère et indiquez clairement que vous les restaurerez rapidement. Suivez la voie d'Élisabeth Ier et faites de la bonne gestion des ressources votre préoccupation principale afin de ne jamais vous retrouver dans cette posture. Faites en sorte de pouvoir vous permettre d'être généreux. À ce sujet, vous devez éviter de faire de trop grandes promesses aux gens. Sur le moment, leur faire miroiter toutes les bonnes choses que vous ferez pour eux peut sembler une bonne idée, mais les gens ont généralement très bonne mémoire des promesses, et si vous ne tenez pas parole, ils s'en souviendront, même si vous essayez de rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances. Si cela se reproduit, votre autorité en sera fortement diminuée. En ne remplissant pas vos promesses, vous donnerez l'impression de reprendre quelque chose. Tout le monde peut faire des promesses, et vous ne vous démarquerez donc pas d'eux. La déception risque d'être profonde. Donnez un coup de fouet à votre autorité. L'adaptabilité. Votre autorité grandira avec tous les actes qui inspirent confiance et respect. Cela vous confère le luxe de rester au pouvoir suffisamment longtemps pour réaliser de grands projets. Mais plus vous vieillirez, plus l'autorité que vous aurez établie paraîtra rigide et étouffante. Vous devenez une figure paternelle qui commence à paraître opprimante parce qu'elle a monopolisé le pouvoir trop longtemps, même s'il a été profondément admiré autrefois. Une nouvelle génération émergera inévitablement qui sera insensible à vos charmes, à l'aura que vous avez créée. Elle vous voit comme une relique. En vieillissant, vous avez aussi tendance à vous montrer plus intolérant et tyrannique, car vous ne pouvez pas vous empêcher de vous attendre à ce que les gens vous suivent. Sans en avoir conscience, vous commencez à considérer que c'est un dû, et les gens le ressentent. De plus, le public veut de la nouveauté et de nouvelles têtes. La première étape pour éviter ce danger est de conserver la forme de sensibilité qu'Élisabeth a manifestée durant toute sa vie, en notant les humeurs que révèlent les paroles des gens, en évaluant l'effet que vous produisez sur les nouveaux venus et les jeunes. Votre plus grande peur doit être de perdre cette empathie, car vous commencerez à vous draper dans votre réputation. La deuxième étape consiste à rechercher de nouveaux marchés et publics à séduire, ce qui vous forcera à vous adapter. Si possible, étendez la portée de votre autorité. Sans vous ridiculiser en tentant de séduire un public jeune que vous ne comprenez pas vraiment, essayez de changer un peu de style au fil des ans. Dans le domaine artistique, ce fut le secret de la réussite de personnalités comme Pablo Picasso, Alfred Hitchcock ou Coco Chanel. Une telle flexibilité lorsque vous avez 50 ans et plus vous conférera un caractère divin et immortel. Votre esprit restera vivant et ouvert et votre autorité sera renouvelée.